AG2R La Mondiale est heureux de vous présenter Face aux syndicats. Bonjour à tous, bienvenue dans Face aux syndicats. 20 minutes pour mieux connaître les associations et les syndicats qui font la sécurité de notre pays. Les plus connus sont Sherlock Holmes, Hercule Poirot ou encore Nestor Burma. Réels, ils ont fait la une des journaux. Fictifs, ils sont des stars du cinéma ou de la télé à l'affiche de nombreux films, comme Ace Ventura avec Jim Carrey sur un ton un peu comique, Angel Heart avec Mickey Rourke, Chinatown avec Nicholson ou encore Détective de Godard avec Johnny Hallyday ou Claude Brasseur. On les appelle justement détectives dans le langage populaire, enquêteurs privés ou encore agents de recherche privés dans le langage professionnel. On va mettre la lumière sur ce métier qui se nourrit de l'ombre justement avec le SNARP, le syndicat national des agents de recherche privés et leur secrétaire général, Samuel Mathis. Bonjour. Bonjour Alexandre. Merci d'être sur le plateau d'A News Sécurité. Merci à vous. Alors, vous êtes le secrétaire général, mais votre syndicat est dirigé par une femme, qu'on salue d'ailleurs, Élie Quenet. Elles sont encore trop rares dans le métier global de la sécurité, mais peut-être pas finalement dans celui de détective. Combien il y a de femmes détectives en France en gros? Alors on ne les a pas dénombrées, mais ce qu'on sait, c'est qu'en formation initiale, on a presque la parité. Voire même, cette année, on a dû être attentif à préserver cette parité parce qu'on avait trop de femmes. D'accord. Donc c'est un très bon signal. Et puis effectivement, l'arrivée d'Élie Quenet comme présidente du syndicat majoritaire est un signal fort. Il y a eu 9 présidents avant Élie Quenet qui étaient tous des hommes. Donc c'est effectivement un beau message. C'est bien. Et combien de détectives en tout qui officient Alors, sur les agents généralistes, 850 dirigeants, 1200 agences en France, dénombrées. On n'a pas les derniers chiffres du CNAPS, puisque c'est le Conseil national des activités privées de sécurité qui suit les autorisations, évidemment. Vous êtes contrôlé par le CNAPS, d'ailleurs. Exact, on est régulé, contrôlé par l'établissement public CNAPS. Et dites-moi, vous parliez de formation à l'instant, c'est extrêmement important, on en parle souvent sur A News Sécurité. Justement, combien y a-t-il d'écoles de formation et est-ce qu'il y a de plus en plus de demandes? Alors, 2 cursus universitaires, une licence pro à Assas, sur le site de Menat, une licence à Nîmes, et puis 2 écoles qui ont été créées par les organisations professionnelles, pour les professionnels, que sont l'Institut de formation des agents de recherche à Montpellier et les ARP, l'École supérieure des agents de recherche privés à Paris. D'accord. Et donc, est-ce qu'il y a de plus en plus de demandes? Alors, en fonction des écoles, mais oui, sur les ARP, qu'on connaît bien puisque c'est l'école du STARP, on a plusieurs milliers de demandes chaque année. Alors, c'est une profession libérale, et justement, on le disait, contrôlée par le CNAPS, le Conseil national des activités privées de sécurité, tenu à une obligation de moyens et non de résultats, ça c'est important de le souligner, et qui ne peut déroger aux conditions, bien évidemment, du secret professionnel. On va parler, bien évidemment, du SNARP dans la deuxième partie de l'émission, mais justement, je souhaitais faire un éclairage sur ce métier. Les missions du détective, le commun des mortels pense tout de suite aux adultères, mais il y a bien d'autres missions et qui, d'ailleurs, sont une proportion plus importante que les adultères aujourd'hui, aussi bien dans le cadre de la vie privée que de la vie professionnelle. Oui, alors, si on devait expliquer notre métier, on vous dirait qu'il y a ceux qui font du renseignement privé purement, à destination de sociétés, par exemple pour retrouver un débiteur qui serait parti sans laisser d'adresse, et puis l'autre métier qui concerne l'enquête privée. L'enquête privée qui est sur un champ extrêmement large, y compris d'ailleurs avec des spécialités. Vous avez parlé de la partie droit civil, avec tout ce qui concerne la famille, qu'on connaît très bien. Ce qu'on connaît bien un peu moins, c'est tout ce qui concerne les entreprises, avec des vrais sujets sur les entreprises qui sont de l'ordre de fléaux sociaux, qui sont par exemple les arrêts maladie, qui sont on va en parler, des choses comme ça. Donc c'est effectivement très très large, et on bénéficie d'une vraie richesse dans notre profession, qui est la multiplicité des parcours
parce qu'on a des gens qui viennent de tout horizon, et on en parlera peut-être, mais en tout cas, tout cela donne une vraie dynamique et une vraie composante intéressante à ce qu'on mène au quotidien. Alors avant de détailler justement ces missions publiques ou privées, parlons de ces parcours. Justement, on pense tous à des jeunes qui intègrent les écoles de formation à ce métier de détective, d'enquêteur de recherche privée, mais pas seulement. Pas seulement. Alors, comme l'ensemble du secteur de la sécurité privée, vous avez les titres par équivalence, des APJ, des OPJ, les officiers de police judiciaire qui ont une carrière dans la gendarmerie nationale et dans la police nationale, parfois des militaires du renseignement, donc qui abordent dans une seconde partie de leur vie professionnelle notre métier, avec un vrai background, une vraie richesse, et parfois même des spécialités qui sont un réel apport à notre profession. C'est comme ça que notre profession, d'ailleurs, a grandi, parce que ce mélange de filières est très intéressant. Et puis, vous avez aujourd'hui, avec la formation initiale qui est devenue obligatoire, des jeunes gens qui abordent après des cursus qui sont là aussi très divers, même si on a une proportion de gens qui ont des maîtrises de droit, des masters 2 de droit, qui abordent cette profession à 25, 26 ans et qui vont faire 30 ou 40 ans d'exercice professionnel. Donc c'est cela la richesse de notre profession, ce mélange qui permet aussi d'être dans une vraie dynamique professionnelle et des vraies spécialités. Alors les missions, les enquêtes dans le domaine privé, on parlait des affaires familiales, des adultères bien évidemment, mais il y a aussi d'autres choses, détournement de patrimoine par exemple. Oui, alors dans le domaine familial, dans le domaine civil, c'est large, hein, ça va de la garde d'enfants, la prestation compensatoire. La maltraitance sur femmes ou enfants. Il faut rappeler tout de même quelque chose d'essentiel à l'heure du continuum de sécurité intérieure, c'est que on est attentif dans notre profession mission régalienne, ce qui est de l'ordre d'éléments constitutifs d'une infraction rentre dans les missions régaliennes qui sont confiées à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Nécessairement, comme on grenouille dans le cadre et la sphère privée, parfois nos affaires qui s'initient dans le civil vont déborder dans le pénal, et c'est en cela qu'on soutient le continuum de sécurité intérieure, parce que nécessairement, dès lors qu'on va constater ce que vous évoquiez, par exemple la maltraitance, on va informer, comme le veut nos responsabilités, un officier de police judiciaire pour qu'il puisse prendre le relais dans le cadre de ces missions régaliennes. Donc un lien très fort avec les forces de sécurité publique, police, gendarmerie, dans le cadre du continuum, effectivement pour des échanges d'informations, des remontées d'informations, que ça soit dans un sens ou dans l'autre. Alors, des échanges d'informations, évidemment, nos amis de la police nationale et de la gendarmerie nationale ont la plus grande réserve sur les informations qu'ils peuvent donner, mais simplement, en tout cas, le fait que nous, on puisse, à certains moments, quand on est en limite de compétences et quand on est dans des missions régaliennes, pouvoir informer nos amis de la police nationale et de la gendarmerie, ça permet de servir la sécurité intérieure de notre pays. Et on pense à des affaires familiales, mais des choses beaucoup plus graves qui peuvent concerner la fraude sociale, par exemple, qui correspond à un pan important de l'activité des gens dans notre profession. On va en parler. Je voulais continuer dans cet environnement de la famille, parce que c'est aussi des missions extrêmement délicates et importantes que vous menez, qui sont par exemple la recherche de personnes disparues. Exact. Alors, depuis la disparition de la recherche de l'intérêt des familles, qui est un dispositif d'État qui permettait à des gens qui avaient perdu la trace d'un adulte qui avait décidé ou pas de partir, de pouvoir entamer une démarche. La RIF a disparu en France et on a eu un afflux effectivement de demandes sur la recherche de personnes. Alors, de la même manière que j'évoquais tout à l'heure les missions régaliennes, il y a une limite à cela. C'est la disparition inquiétante qui est nécessairement de l'ordre des compétences de la police nationale et de la gendarmerie, mais parfois on arrive en appui, ou parfois parce que la disparition date de très longtemps, ou parfois simplement parce qu'on ne sait pas que la personne, que la disparition est inquiétante. Et dans le respect des libertés individuelles, parce que ça, c'est effectivement un regard très attentif de la profession sur la vie privée, on peut avoir des adultes qui disparaissent volontairement, auquel cas on va parfois les retrouver, et on va leur demander nécessairement l'autorisation de pouvoir dire où ils sont,
ou de pouvoir mettre en contact notre mandant. Mais enfin, s'ils veulent rester disparus aux yeux des autres... Et c'est en cela que j'évoquais les libertés individuelles, c'est parce que quelqu'un peut disparaître et en faire le choix sans que personne puisse remettre en cause sa décision. Et alors, j'ai découvert en préparant cette émission que vous faisiez aussi des enquêtes prénuptiales. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est en voie de disparition parce que le mariage n'est plus ce qu'il était, avec sûr. Les mêmes enjeux. Donc aujourd'hui, l'enquête prénuptiale, non, mais on peut avoir effectivement quelqu'un qui, par exemple, souhaite s'investir ou qui est à l'aune d'un mariage et qui va se dire j'ai un doute sur ce qu'est réellement la compagne ou le compagnon. Est-ce qu'il n'a pas une double vie finalement? Par exemple, avec qui je veux faire un projet. Donc ça peut être quelque chose qui existe. Mais... Alors, toujours dans le cadre de la famille, le cas d'abus de faiblesse, avec par exemple révéler l'appartenance d'un proche qui aurait été embrigadé dans une secte. Oui, alors l'abus de faiblesse est aussi du domaine régalien, mais en revanche, parfois on est contacté par des parents pour des enfants, mais aussi dans un couple, où quelqu'un serait, comment dirais-je, endoctriné, ou en tout cas absorbé par un mouvement sectaire. Et là, effectivement, la police nationale et la gendarmerie a peu ou pas le temps de mener ce genre de diligence, sauf si on a des faits criminels qui sont... grave, mais en tout cas, parfois, au stade de l'inquiétude, on entame ces diligences. Et dans ce domaine, d'ailleurs, on a des enquêteurs dans notre profession qui sont extrêmement spécialisés dans le cadre de l'étude, de l'analyse des mouvements sectaires et de leurs effets, y compris des effets qui sont parfois psychologiques. D'accord. Et puis on peut citer également la recherche des débiteurs, on l'a abordé tout à l'heure, c'est suite à des impayés par exemple, et ça peut se faire entre particuliers, avec des locataires, des mauvais payeurs, une pension alimentaire aussi. Exactement, alors c'est très vague. On a effectivement des demandes qui concernent parfois quelqu'un qui n'a plus de loyer ou quelqu'un qui ne reçoit plus de pension alimentaire, ou ça peut être une banque ou un groupe d'assurance qui, dans le cadre d'un service contentieux, va nous dire on a une ardoise sur un compte bancaire, la personne, on ne la retrouve pas, et il faut la rechercher. Et c'est ce qu'on appelle la recherche des débiteurs, qui est un vrai métier, qui est sous couvert de ce qu'on appelle plus globalement l'enquête civile, avec nos amis de la FIGEC qui mènent l'ensemble du mouvement professionnel. Et ça, c'est une part importante aujourd'hui des enquêtes? Oui, et c'est des milliers de dossiers par an qui correspondent à des vrais enjeux économiques en plus, parce que partir en laissant une ardoise, c'est pas bien, et puis ça laisse des entreprises en difficulté. Donc c'est une nécessité de pouvoir les retrouver pour pouvoir recouvrer les sommes. À propos des entreprises, justement, vous intervenez sur quel type de mission? On a parlé de la famille, maintenant on parlait de l'entreprise, parce que ça, c'est aussi une grosse part de votre business. Alors, l'éventail est très large. Ce qui est très courant, c'est le chef d'entreprise qui va venir à notre rencontre pour nous dire « j'ai un salarié ou un ex-salarié indélicat qui mène de la concurrence déloyale », ça veut dire qu'il va... travailler pour la concurrence, parfois même en arrêt maladie. Je parlais tout à l'heure de faits sociaux, c'est des choses qui arrivent assez habituellement, et parfois même qui va partir avec le fichier client ou le matériel pour aller travailler à la concurrence pendant son arrêt maladie. Ça, c'est quelque chose qu'on voit assez habituellement. Et puis, il y a des affaires qui sont dans des registres plus spécifiques. Je pense à la faute inexcusable de l'employeur, où des employeurs parfois sont confrontés à des mises en cause sur la sécurité de leurs salariés, parfois pas toujours justifiées. Et donc, des affaires très spécifiques. On parle aussi de tout ce qui est, comment dirais-je, les investigations numériques aussi dans notre métier, où on a dans ce domaine une vraie ouverture. C'est assez nouveau d'ailleurs. Où on parle de cyber. Pour préciser les investigations numériques. Les investigations numériques, c'est, vous le savez, de plus en plus d'entreprises font face à des attaques, en tout cas. Ransomware ou autre. Voilà, exactement. Et notre métier travaille dans ce domaine. En tout cas, on a des vrais spécialistes qui sont plus sur l'enquête et la recherche d'auteurs que sur les dispositifs de prévention, même s'ils en font
En tout cas, c'est un métier qui s'ouvre et qui est la voie de l'avenir. Effectivement, au fur et à mesure, avec ces nouvelles technologies, votre métier s'adapte, bien évidemment. Complètement. Et donc, ce qui attire également de plus en plus de jeunes qui sont... Exactement. Et puis des choses très courantes, le vol, le coulage de marchandises, on en a parlé tout à l'heure. Les escroqueries. Exactement, ça fait partie sûr. des choses qui sont habituelles dans notre domaine de l'entreprise. Vous pouvez travailler sur l'historique de carrière d'un futur employé avant de l'embaucher, ça aussi? Oui, alors, les faux CV. Il y en a de plus en plus. Avec là aussi l'évolution des outils informatiques, des faux diplômes, des faux CV qui parfois interpellent alors, les recruteurs, mais parfois même les employeurs, parce que les gens sont déjà employés et ils se posent des questions. Alors, toujours de la même manière, notre regard, c'est un regard de respect des libertés individuelles. Donc, on va simplement vérifier si, par exemple, les diplômes, le parcours est réel et correspond à la réalité. Au CV. Et j'avais noté aussi le contre-espionnage industriel. Là, on est sur du très haut niveau quand même. Oui, alors là, on est encore dans des domaines de spécialité où parfois des entreprises font l'objet d'espionnage ou en tout cas de tentatives d'espionnage. Et là, c'est la préservation des savoir-faire, de la propriété intellectuelle. Et parfois, on intervient dans notre profession sur ce domaine spécifique où on va intervenir pour détecter les auteurs, les tentatives, et pour mettre en place un certain nombre de choses qui vont permettre de résoudre ces affaires qui fragilisent les entreprises. Parce qu'on imagine bien que quelqu'un qui a un brevet, ce brevet peut être parfois copié pour être parfois même exporté à l'étranger dans des conditions qui sont parfois inquiétantes. Donc on est dans ce domaine-là. Et là, purement, c'est des domaines où on intervient en toute collaboration avec nos amis des forces de l'ordre. C'est ce qui fait l'intérêt de ce métier, c'est cette palette très large de missions. Oui. Et puis un métier qui s'ouvre. On parlait des nouvelles technologies, mais évidemment, on est à l'aune de quelque chose qui nous engage à nous-mêmes évoluer en termes de formation et de compétences. Quelles sont les qualités utiles pour être un bon détective? Alors, c'est une question toujours très compliquée parce qu'on peut avoir des techniciens qui vont intervenir dans des domaines tellement spécifiques que la qualité, c'est la compétence. Mais on parlait tout à l'heure du domaine de la famille, ou en tout cas du domaine du droit civil, où là, on rencontre des gens avec des histoires, parfois des histoires difficiles et pour lesquelles il faut être au rendez-vous de cette histoire. D'abord parce qu'on a le devoir de les conseiller, mais aussi parce qu'on va les accompagner. Et parfois, ça réserve des surprises, cet accompagnement. Parce que, outre l'aspect technique, outre la manifestation de la vérité, les éléments qu'on va pouvoir leur apporter pour défendre leurs intérêts devant une juridiction, il y a l'aspect nécessairement humain, où face à nous, on a des gens parfois qui sont en rupture dans leur vie, qui ne voient pas leurs enfants, ou qui sont face à de réelles difficultés. Donc, évidemment, j'ai envie de vous dire assez naïvement, mais aimer les gens. Je crois que ce métier, c'est aimer les gens, avoir une véritable ouverture aussi, se dire que notre vie n'est pas celle des autres. Bien sûr. Et être en capacité d'être patient, parfois très patient, parce que... Justement, c'est parce que c'est un métier très prenant, non seulement parce qu'il est passionnant, mais parce que c'est beaucoup de filatures, beaucoup d'extérieur jour et nuit. Finalement, quand on est sur une mission, on doit être disponible 7 sur 7, 24 sur 24. Il y a l'attente. Mais je parlais aussi de patience dans nos rapports avec nos clients, parfois qui vont nous solliciter de nombreuses fois. Et puis, il y a l'aspect opérationnel. L'aspect opérationnel, c'est... alors ça, pour le coup, c'est très exact. C'est des longues attentes, parfois plusieurs jours, plusieurs heures, parfois des dizaines d'heures même, pour avoir à un moment donné l'élément qui nous permette ensuite de pouvoir canaliser notre enquête. Vous savez, on dit en formation initiale qu'une enquête, c'est un peu en forme d'entonnoir. On est obligé de partir très très large, y compris sur les horaires d'intervention, pour arriver à un moment donné où on va voir ce qu'on a à voir et pour pouvoir le démontrer. De façon un peu humoristique, cette question, c'est de savoir si il faut aimer se déguiser également pour être un bon détective. En tout cas, à défaut de se déguiser, être adaptable. Et être adaptable, c'est parfois être monsieur tout le monde ou madame tout le monde et pouvoir, en fonction des milieux, des endroits, pouvoir s'adapter. Pour ne pas se faire remarquer. C'est ça. Comme un agent secret, finalement. Alors, un peu les mêmes on n'a pas la prétention d'être des agents secrets, mais en tout cas, monsieur et madame tout le monde. Et vous savez, monsieur et madame tout le monde, ça marche bien.
parce que du coup, la banalité fait qu'on ne soit pas détectable. Hein. Il y aurait 10% de nouveaux détectives privés en France chaque année. Est-ce que le marché peut les accueillir ? Oui, alors d'abord, parce que je vous disais, il y a une partie de nos amis dans notre profession qui sont dans une deuxième partie de carrière, donc qui vont faire 10 ou 15 ans. Et puis, parce que dans notre métier, si on n'évolue pas, on finit par arrêter. Donc, on est toujours dans cette évolution. Donc, ces 10%, à la fois parce que le marché s'ouvre, parce qu'on a de nouveaux domaines d'activité, parce que la fraude s'est accrue aussi et qu'on a besoin de gens qui nous rejoignent, mais parce qu'il y a le renouvellement naturel d'une profession qui, à un moment donné, a un peu vieilli. Et d'ailleurs, combien ça gagne un détective privé ? Ça dépend. En début de carrière, on est à... parce que c'est à la mission, bien sûr. En fait, je vais vous donner le contre-exemple d'un jeune qui a été dans notre formation, qui s'est installé au bon endroit en France, dans l'Est, et qui gagne très très bien sa vie. Quand je dis très très bien, ça peut être 6 7 000 euros donc très bien mensuellement. Mais disons que si on prend la grille de la convention collective sur les salariés, on est aux alentours de 1 400 1 600 euros en début de carrière. Quand on est collaborateur. Et je crois pouvoir vous dire que quand on fait ce métier, au départ, c'est pas pour l'argent. C'est pour la passion du métier, c'est vraiment des métiers de passion. C'est vraiment des métiers passion où l'adrénaline, la rencontre... On n'y va pas par hasard, ou parce qu'on n'a rien d'autre à faire, on l'a choisi. C'est un métier passion, et avant que ça soit l'argent, c'est d'abord la technique, les rencontres qui sont stimulantes. Est-ce que vous travaillez en termes de voyage, par exemple ? Est-ce qu'un détective privé parisien, par exemple, est amené à voyager un peu partout en France, voire même à l'étranger ? On aime à dire qu'on sait quand on part, on ne sait pas quand on rentre, et on ne sait pas surtout où on va. Et évidemment, alors, dans le respect des pays, parce que certains pays... c'est une atteinte à la sûreté de l'État de pouvoir faire du renseignement dans le pays, y compris dans le domaine familial. Donc on est attentif aux droits dans le pays concerné, mais il y a plein de pays où on collabore. Alors, parce qu'on est un gros réseau, le STARP appartient d'ailleurs à une organisation qui s'appelle l'ICAD, qui a plusieurs milliers de détectives en Europe, et on intervient très habituellement dans les pays en Europe, et ailleurs dans le globe, d'ailleurs, dans les limites que je viens d'énoncer. On parlait des nouvelles technologies tout à l'heure. Est-ce que vous utilisez les tests ADN ? Et si c'est le cas, est-ce que ça vous a permis justement de faire des bonds en avant pour résoudre des affaires ? Alors ça, c'est assez nouveau, les tests ADN, puisqu'il ne vous a pas échappé qu'un certain nombre d'applications informatiques permettent, à travers des tests ADN, de pouvoir croiser avec l'ADN de cousins, d'amis, de gens de la famille. Donc l'ADN est un véritable outil qui, par exemple, dans la recherche de personnes, dans les naissances sous X, par exemple, permettent parfois de matcher et de retrouver des gens. Des parents, par exemple. Donc c'est en voie de développement, on est au tout début de cette démocratisation de l'outil. Et oui, on peut utiliser parfaitement cet outil sans difficulté. Alors d'après un sujet de RTL, la radio, l'épidémie de Covid a développé de nouvelles enquêtes pour les détectives, plus 30% pour les enquêtes de fraude à l'assurance, d'arrêt maladie douteux ou encore d'abandon de poste inexpliqué. Alors, j'imagine que, comme pour tout le monde, le Covid a été complexe à gérer pour les agents de recherche privés, mais il y a eu ces enquêtes à mener peut-être sur la deuxième partie de ce Covid, de cette période de Covid. Alors, la fraude est quand même quelque chose qui n'a jamais été en diminuant en France, et effectivement, les épisodes de travail à domicile, ou en tout cas les cas contacts, etc., ont démultiplié nécessairement, ou accru en tout cas, la fraude. Et on a effectivement eu un accroissement, mais qui a été mené avec beaucoup de précautions de la part de l'ordre d'ordre, qui n'était pas dans une démarche vindicative, mais plutôt équilibrée dans ce domaine. Parce que c'était un moment particulier de l'histoire de notre pays. Et pour un certain nombre, il y avait un mélange de peur, de crainte. Donc tout cela s'est fait de manière très équilibrée, mais c'est d'ailleurs le sens de nos interventions. C'est aussi parfois pour discuter, pour qu'il y ait une rencontre entre l'employeur ou l'employeux et
parfois entre l'assureur et l'assuré. Il y a beaucoup d'humanité dans vos propos, et j'imagine que c'est donc un métier qui en nécessite beaucoup dans les échanges avec les clients ou ceux qu'on recherche. Nécessairement, nécessairement, parce que c'est difficile d'envisager d'être que sur la technique. On ne peut pas. On gère je vous le disais tout à l'heure, des affaires difficiles, sensibles, et on doit être au rendez-vous de la vie des gens. Alors, le SNARP est né il y a 60 ans, c'est ça ? Oui, alors 1961 pour être très exact. Combien y a-t-il d'adhérents aujourd'hui ? Alors, on a environ 200 adhérents, ce qui représente quand même un peu plus de 30% de la représentation nationale, ce qui, dans le domaine des organisations syndicales, est un excellent chiffre de représentation. Donc, ça fait du SNARP à la fois le plus ancien, mais à la fois le plus représentatif de la profession dans le cadre de la représentation patronale. Et quelles sont les missions du SNARP, justement, vis-à-vis de leurs adhérents ? Alors, quel est l'objectif ? De plus en plus, on a des inquiétudes. Vous avez parlé tout à l'heure de l'évolution du contexte législatif. On a eu, vous le savez, la loi de sécurité globale. On a en cours, là, d'élaborer des ordonnances, en tout cas le ministère de l'Intérieur. On a parfois des craintes sur ce que pourrait devenir demain l'établissement public NAPS qui nous régule, qui, je vous le rappelle... On se pose beaucoup de questions actuellement, d'ailleurs. Exact, qui, je vous le rappelle, a été souhaité par la profession. On a travaillé de longs mois sur la création de cet établissement public. Le pari du CNAPS, c'était ce partage et cette rencontre entre les pouvoirs publics, notre ministère de tutelle, et la profession. Sauf qu'actuellement, la profession se sent un peu rejetée. Ah oui, alors c'est pas complètement même. Alors c'est pas un peu, c'est que le contrat qu'on avait fait avec notre ministère de tutelle en 2010, aujourd'hui, on se pose la question de savoir quel est l'intérêt de faire disparaître les professionnels du champ de l'établissement public. Alors pour plein de raisons que je pourrais vous donner, mais l'une de ces raisons, c'est qu'on parle aujourd'hui du continuum de sécurité intérieure. À l'heure où cette rencontre doit se faire, où les acteurs doivent se parler, le meilleur moyen, et d'un point de vue territorial d'ailleurs, c'était de pouvoir se rencontrer dans les commissions locales d'agrément de contrôle. Et donc pas de les exclure. Alors évidemment, mais encore moins de supprimer les commissions locales d'agrément de contrôle, puisque c'est de cela qu'on parle aujourd'hui, la suppression de ces organes déconcentrés au niveau national, et évidemment encore moins de les exclure, mais il semble que c'est en train d'évoluer. Pour terminer, quels sont les objectifs à court terme du SNARP ? Alors, la défense de ses adhérents, ça, on se maille, on se structure, on associe des avocats, et puis la représentation, alors la représentation en communiquant sur notre vrai métier, et, pour mettre fin aux représentations des gens sur le métier d'enquêteur privé. Et puis, dans cette représentation, c'est des rencontres comme on le fait aujourd'hui, où on peut expliquer nos missions, aussi les qualités qu'il faut avoir communiquées, tout simplement. Et puis, 60 ans d'histoire, c'est aussi une responsabilité, celle de pouvoir être au rendez-vous de toutes les grandes échéances, les ordonnances, la loi d'orientation du ministère de l'Intérieur, et puis tout ce qui sera, d'un point de vue réglementaire, dans les mois à venir. Et on participe activement en étant force de proposition. Merci Samuel Mathis d'être venu sur le plateau d'Agnews Sécurité. Merci Alexandre. On reparlera bien évidemment de ce métier sur Agnews Sécurité. On est en train de travailler là-dessus, peut-être pour vous proposer d'autres sujets, peut-être en immersion. Voilà, si vous voulez plus d'informations sur le SNARP et sur ce métier, c'est sur le site qui s'affiche sur votre écran, www.snarp.org. Merci beaucoup, très bonne fin de journée. Merci à la Dream Team, Agora, à la préparation et à la réalisation de cette émission. On se donne rendez-vous très vite. En attendant, prenez soin de vous. Ciao. AG2R La Mondiale a été heureux de vous présenter Face aux syndicats.